Bonjour, bienvenue sur dans cette revue d'actualité géopolitique. Nous allons faire une description succincte de ce qui se passe aujourd'hui entre la Syrie et l'Ukraine, tout étant d'ailleurs plus ou moins interconnecté. Alors certains disent qu'il y a eu un deal Ukraine contre Syrie. D'autres disent un deal entre Russes et Turcs, Syrie contre Libye. C'est-à-dire les bases russes en Syrie, on y renonce, on va les installer en Libye, et en échange de la Syrie qui est prise par les amis de la Turquie, peut-être la Russie obtiendrait en échange des Turcs qui étaient rivaux également avec les Russes en Libye. Eh bien, les Russes obtiendraient la Libye avec le général Haftar qui augmenterait ses parts de marché en quelque sorte et qui est en train de progresser. Et les bases russes de Syrie seraient en train, apparemment, à ce que j'entends, en train d'être transférées à Tobrouk, dans le fief de M. Haftar, le général Haftar, qui a nommé d'ailleurs ses deux fils à la tête aussi de plusieurs commandements militaires, donc il les a nommés aussi dans l'armée libyenne qui est celle de M. Haftar, qui a lutté pendant des années depuis le printemps arabe contre les forces de Tripoli. En gros, à Tripoli, il y a des frères musulmans reconnus par les Nations Unies, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et le gouvernement de Tripoli est reconnu par les Nations Unies. Par contre, le dernier parlement élu est à Tobrouk, dans le fief du général Haftar, qui lui est plus nationaliste et plus anti-frères musulmans. Il est aidé par les Émirats, mais surtout par la Russie, et il a été à un moment aidé aussi par la France, tandis que les frères musulmans de Tripoli sont aidés par les Turcs et bien sûr les Qataris, comme d'habitude. On retrouve Turcs et Qataris ensemble également en Syrie. Pour revenir à la Syrie, donc, il y a peut-être eu ces négos entre Ukraine, Syrie, Libye, entre Turcs, Iraniens, Russes, peut-être même Israéliens et Américains de manière indirecte. En tout cas, il y a eu un écroulement volontaire général de l'armée syrienne qui n'a pas combattu, qui a reçu l'ordre de ne pas combattre, qui a été lâché et par les Russes, mais moins connu également par les Iraniens, qui ont un autre calcul. Aujourd'hui, la priorité des Iraniens, c'est la bombe atomique. Les Iraniens ont accepté le cessez-le-feu obtenu par Israël, par le Hezbollah, avec un retrait derrière le fleuve Litanie. C'était ce que voulaient les Israéliens depuis la résolution de 2006, 1701. Apparemment, tout ça, il y a des énormes deals derrière tout cela. Bachar al-Assad a fui. Bachar al-Assad a retrouvé sa femme à Moscou. Il n'a pas été reçu par le président Vladimir Poutine, qui a finalement reconnu sa présence après pas mal de jours, mais qui n'a pas voulu se montrer affiché avec lui. Poutine est déjà dans l'après-Bachar. Il essaie, comme l'Iran, de retrouver des positions dans le monde arabe, y compris en Syrie. Il n'insulte pas l'avenir, il a bien reconnu les talibans avant tout le monde. Le pouvoir du Kremlin peut très bien reconnaître Joulani si celui-ci se montrait non hostile. Ça ne veut pas dire que les Russes vont garder leur base en Syrie, ils ont essayé. Apparemment, le profil, ce serait plutôt de replier ses bases en Libye, dans une zone beaucoup plus amicale envers la Russie. Et surtout, la Russie va pouvoir accéder à l'Afrique. C'est déjà ce qu'elle voulait faire à partir des bases en Syrie. Elle est encore plus en Afrique, en Libye, bien entendu, c'est évident, qu'en Syrie. Donc, il y a eu un grand deal. Parallèlement à tout cela, on l'a vu dans une autre vidéo, Israël n'a pas été derrière un complot pour faire tomber Bachar al-Assad. Israël s'est défendu contre le Hezbollah qui a commis l'erreur tactique ou stratégique d'être solidaire du Hamas. Du coup, le Hezbollah s'est fait attaquer par Israël et Israël, pour attaquer l'approvisionnement du Hezbollah, a également attaqué des milices chiites Hezbollah ou pro-iraniennes sur le sol syrien. Or, ces milices chiites et iraniennes et pro-chiites et Hezbollah sur le sol syrien, c'est par erreur de Bachar al-Assad, ce sont elles qui véritablement contenaient les djihadistes et maintenaient le semblant de stabilité du pouvoir de Bachar al-Assad, qui a fait l'erreur de ne pas écouter et les Turcs et les Russes, qui lui demandaient de trouver un deal avec les Turcs pour en finir avec le Kurdistan à l'est de la Syrie et remplacer la partie nord de la Syrie kurde à l'est, mais aussi à l'ouest, par une énorme bande longue jusqu'à l'Irak, de sécurité, une sorte de protectorat turc, où les Turcs allaient déloger les Syriens réfugiés en Turquie et les reloger dans le nord de la Syrie, ce que ne voulait absolument pas Bachar al-Assad. Donc le Hezbollah, comme une erreur stratégique,
de se mêler de l'affaire du Hamas, qui n'était pas son ami, ils n'étaient pas d'accord pendant la guerre syrienne. Ça lui a valu des représailles israéliennes radicales, y compris sur le sol syrien, et tout cela a effondré la défense de la Syrie qui était trop orientée sur la défense. Il ne faut jamais être défendu par quelqu'un d'autre que soi-même. En étant défendu par l'Iran et le Hezbollah, le régime syrien était vulnérable. Et dès qu'il y a eu la guerre Hezbollah, Iran et Israël, eh bien, l'axe de la résistance pro-chiite a été vulnérable et celui qui en a payé les conséquences, c'était le régime syrien que l'Israël n'avait jamais essayé de démonter, de renverser. C'était quelque chose qui n'est pas le fruit d'un complot ou d'une volonté directe, c'est une corrélation plus qu'une volonté. Israël n'est pas du tout satisfait d'une instabilité en Syrie. C'est pour ça que depuis la chute de Bachar al-Assad, il n'y a pas de coopération entre Israël et le nouveau régime en Syrie. Au contraire, il y a des bombardements comme on n'en a jamais vu sur les installations, pas uniquement chimiques, mais militaires en général, de l'armée syrienne, car Israël a très peur que des djihadistes qui veulent la libération du Cham, ceux qui ont pris la Syrie, c'est le HTS, Hayat Tahrir el-Cham, l'organisation de la libération du Cham, et le Cham, c'est pas la Syrie, ce sont pas des nationalistes qui ont pris la Syrie, c'est des gens qui veulent libérer l'ensemble du Proche-Orient, et l'ensemble du Proche-Orient, ça inclut Israël, et un jour ou l'autre, le Hayat Tahrir el-Cham aura des liens avec le Hamas qu'il a déjà eu dans le passé, notamment pendant la guerre civile syrienne, lorsque le Hamas s'est mis du côté de Joulani et des milices islamistes sunnites en Syrie. Donc voilà, tout cela est très complexe, mais c'était assez prévisible et on n'est pas vraiment surpris de la chute du régime de Bachar al-Assad, qui n'a voulu aucune négociation avec les Turcs et qui a trop compté sur le Hezbollah pour se défendre. Il a payé les conséquences, en fait, de la guerre Israël-Hezbollah. Enfin, deuxième sujet, on reviendra d'ailleurs dans de nombreuses vidéos, je pense que ça va encore continuer très longtemps, l'affaire syrienne. J'ai écrit un livre, Le chaos syrien, avec Randa Kassis, et nous allons encore écrire des choses dans les mois qui viennent. On va reparler très souvent de la Syrie. Ce que l'on sait, c'est que le gouvernement en place, intérimaire de Monsieur Joulani, qui veut dire l'homme du Golan, donc il est très attaché au plateau du Golan, et donc un jour il va attaquer les Druzes, les mécréants, peut-être les Alaouites, et il va attaquer probablement avec l'armée syrienne, l'armée nationale syrienne, la NS, probablement il va y avoir une guerre contre les Kurdes, et là, ce n'est pas terminé, donc la guerre n'est pas terminée en Syrie, il va y avoir probablement soit une fragmentation, soit un pouvoir unitaire qui va devoir écraser les Druzes, les Alaouites et les Kurdes. Ça va pas être une paire de manches. Et probablement les Américains vont aider les Kurdes et les Israéliens vont aider les Druzes. Donc vous voyez, on n'a pas fini. Pour ce qui concerne l'Ukraine, je serai plus rapide. L'Ukraine aujourd'hui est obligée de se rendre compte qu'il faut négocier. Et ce qui est paradoxal, aujourd'hui, c'est les Russes qui vont freiner. C'est les Russes qui vont freiner les négociations, c'est les Russes qui font les difficiles, qui font monter les enchères, car les Russes sont dans une logique de montée. Il y a quelques jours encore, ou quelques semaines, on disait les Russes sont vraiment complètement dégarnis, ils ont perdu 2000 hommes par jour, certains disent 1500 par jour, minimum 1000 par jour, c'est un hachoir à viande, ils n'ont plus d'hommes, alors qu'en fait, ils ont entraîné depuis des mois 300 000 réservistes et volontaires et contractuels, et ils en envoient ces jours-ci 150 000 au front. Donc vous voyez, pour être très rapide, la Russie continue à progresser sur le territoire ukrainien. Pokrovsk va probablement tomber, et certains analystes tout à fait autorisés, pas des généraux de plateau, des analystes tout à fait autorisés, estiment, et y compris d'ailleurs certains généraux de plateau compétents, ou plutôt colonels comme le colonel de Jong, mais aussi des généraux comme le général Pinatel, estiment que si Pokrovsk tombe, il est probable que tout le front ukrainien tombe. Et là, pourquoi M. Poutine signerait un accord de cessez-le-feu ou des pourparlers de paix qui le freinerait dans l'atteinte des objectifs de guerre, car les Russes ont des objectifs de guerre stratégiques changeants, mais il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas trop négociables, notamment le fait que l'Ukraine ne redevienne jamais une base sur laquelle l'empire ennemi, l'OTAN, l'Amérique, puisse mettre des dispositifs. Ça, c'est le véritable objectif stratégique. C'est pas que l'avancée de l'OTAN, mais c'est aussi des armes, c'est la possibilité de mettre des missiles, c'est la volonté de redevenir une puissance nucléaire militaire. Tout cela doit être empêché de manière déracinée, comme enlever un ortie en enlevant les racines. Les Russes ne vont pas s'arrêter à l'instant. Ils vont négocier tout cela. Certes, Trump a accepté dans son plan de paix
qu'il a proposé de remettre dans 20 ans au moins l'adhésion possible de l'Ukraine à l'OTAN, donc de freiner l'adhésion, de bloquer l'adhésion à l'Ukraine de l'Ukraine à l'OTAN aujourd'hui, hic et nunc, et jusqu'à un certain nombre d'années. Mais Poutine veut que ça soit inscrit dans le marbre, dans le cadre d'une grande négociation de redistribution des cartes, une négociation sur la sécurité du continent européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Empire américain ne doit plus empiéter sur les anciennes possessions et sur l'étranger proche de l'Empire russe. Ces missiles ne doivent pas être à 5 minutes, mais à 15 minutes ou 20 minutes. Ça veut dire que on ne sort pas certains pays de l'OTAN, mais l'OTAN ce n'est qu'un traité, mais on recule des bases et des dispositifs, des missiles ou des antimissiles, afin que la Russie ne soit pas trop près d'un ennemi qui peut être si près qu'il n'aura pas le temps d'intercepter ces missiles éventuels en cas de guerre. C'est ça le fond véritable du problème, au-delà même de la démocratisation de l'Ukraine. Les ignorants géopolitiques disent que c'est une guerre entre les démocraties et le totalitarisme. C'est légèrement plus complexe. C'est en fait deux empires, et il y en a un qui a débordé sur l'autre parce qu'il pensait qu'il avait le droit, parce qu'il était une démocratie, il se donne le droit de déborder sur l'autre empire. Mais un empire ne veut jamais que des armes et des dispositifs ou des agents de l'empire rival arrivent dans son jardin. C'est extrêmement simple à comprendre, mais ce qui est bizarre, c'est que quand des généraux autorisés et réalistes disaient qu'il aurait mieux fallu négocier vite ce genre de non-ingérence chez l'autre, ce que veut faire Trump, ce que veut faire Orban, et bientôt Donald Tusk. Donald Tusk lui-même dit qu'il va falloir négocier, que ça va commencer dès l'hiver. Il propose un cessez-le-feu. Zelensky lui-même a reconnu qu'on va lâcher les territoires, peut-être pour les récupérer un jour, mais on va les lâcher, n'empêche pour l'instant, pour éviter plus de morts. Ça veut dire que tout cela, tous ces morts n'ont servi à rien. La renonciation à l'OTAN, qui va être probablement négociée, le lâchage de territoires russophones qui se sentent russes, qui ne veulent pas être ukrainiens, un peu ce qu'on a fait au Kosovo, ça aurait été parfaitement négociable dans le cadre d'une redéfinition des frontières à l'amiable. On a préféré passer par une guerre et des centaines de milliers de morts. Et en fait, après des centaines de milliers de morts pour rien, les Ukrainiens auront été utilisés comme des chairs à canon pour en fait une logique autre que celle uniquement de l'Ukraine, qui est celle d'affaiblir la Russie, ce qu'on appelle la stratégie du bloodletting, qui est tout à fait cynique parce que George Friedman lui-même, dans une vidéo, c'est un homme qui a créé la société Stratfor, qui conseille le Pentagone et la CIA, et il disait lui-même, le but n'est pas de vaincre la Russie ou de la détruire, mais de la faire saigner, de lui faire très mal. En fait, les Ukrainiens ont été utilisés pour faire très mal à la Russie dans une logique très traditionnelle américaine de rollback. Vous savez qu'il y a deux stratégies aux États-Unis. Il y avait le containment de George Kennan qui voulait juste contenir le communisme russe, soviétique, et il y avait le rollback de Foster Dulles qui lui voulait empiéter et faire reculer l'empire russe, ce qui est beaucoup plus belligène, et c'était l'option des démocrates et des néoconservateurs républicains américains depuis George Bush fils, et ça va s'arrêter avec Monsieur Trump qui lui a compris qu'il faut revenir au balance of power, et en gros, j'empiète pas sur son territoire, et je fais la paix avec lui, et du coup, il n'aura plus de grief contre moi, et on va pouvoir passer à l'ennemi principal, selon Trump, qui est la Chine.